Alors déjà, bonjour à tous et merci d'être là. Effectivement, je m'attendais pas à un tel succès. Je vais essayer d'être à la hauteur. Alors pour commencer, effectivement, je vais me présenter. Je m'appelle Sylvie Lecossois. Je suis kiné depuis presque 25 ans maintenant. Ça fait 15 ans donc je travaille au CHL dans le pôle neurosciences, donc plus précisément dans les secteurs, les services de neurochirurgie, neuroréanimation. Et je pense, Thierry, tu me diras, si ça fait bien plus de 10 ans que vous êtes dans les... Voilà. Et je viens donner un petit coup de main. J'essaye donc d'animer un atelier une fois par mois sur musculation en rythme, en musique. Donc c'est pour ça que la plupart des gens me connaissent. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la kinésithérapie dans la maladie de Parkinson. Vaste sujet. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Et en fait, je vais vous présenter le plan. Donc, et les buts de l'exposé. Effectivement, ça aurait pu s'adresser aux kinésithérapeutes aussi. J'aurais pu faire un PowerPoint avec les différents assessments, donc les différents bilans, etc. Mais j'ai laissé à ParkinsonNet, qui est le réseau de compétences ici au Luxembourg pour le Parkinson et qui crée son réseau et qui a son propre système de formation des kinés. Donc moi, je voulais m'adresser à vous, patients, et aux aidants informels. Donc je vais aujourd'hui vous présenter un petit peu le rôle du kiné. Le rôle du kiné, c'est quoi dans une équipe de soins, etc. La prise en charge plus ou moins spécifique en kiné, voilà, spécifique à la maladie de Parkinson. Les objectifs de la kiné en fonction des stades d'évolution aussi, parce que ben, la prise en charge est totalement différente. Je ne vais pas non plus, parce que vous connaissez mieux la maladie de Parkinson et chacun a ses symptômes qui sont différents, hein, ça c'est bien connu. Les bénéfices de la kiné, les problèmes au quotidien. Je vais vous présenter les guidelines aussi, donc les recommandations internationales, quelques exercices, quelques nouvelles technologies et je vais faire des références au congrès mondial Parkinson 2023 qui avait eu lieu en juillet dernier à Barcelone où j'ai eu la chance d'assister. Donc voilà un petit peu le plan de l'exposé. Tout de suite pour commencer et au congrès Parkinson, je trouvais que Terry Wellis, qui est une physiothérapeute avec un doctorat de l'université de Boston, elle expliquait très très bien le rôle du kiné dans une équipe de soins. Donc vous voyez au milieu c'est you, donc c'est vous, le patient, d'accord. Donc il y a le physical therapy, donc c'est le kiné. Il y a aussi l'ergothérapeute, le psychologue, le médecin de ville, le care coordination, qui organise un petit peu tout ça. Et il y a aussi toute une partie fitness, yoga, qui a aussi son rôle à jouer. Donc il y a la physio d'un côté, donc on va passer à l'autre dia. Il y a la physiothérapie d'un côté, et elle avait commencé son exposé en présentant cette pièce-là sur la tranche en disant, voilà, euh, l'exercice, c'est une partie d'un côté de la même pièce et la physicothérapie sont de chaque côté. Et en fait, à la fin, elle a conclu que bah, on fait partie de la même face et donc le kiné a son rôle à jouer, mais pas seulement. Il y a aussi tout le sport que vous pouvez faire pour compléter votre bien-être. Donc la prise en charge du kiné, qui est quand même spécialisé, il doit bien connaître. Donc, avant de prendre en charge le patient, moi je parle à l'hôpital, hein, parce que je ne vais pas parler en kiné libéral, parce que bon, je laisse des kinés spécialisés en libéral en parler. Donc en fait, en général, et tout le temps, c'est même pas en général, c'est on doit prendre, quand on veut prendre en charge un patient
atteint de la maladie de Parkinson, on doit faire un bilan complet. Donc, et en fonction de ça, on va établir un programme de rééducation adapté. On ne fait pas les mêmes recettes de cuisine avec l'un avec l'autre. Parce que chaque patient a un stade différent, a des problèmes spécifiques différents. Et d'après les dernières études, chaque patient a des symptômes différents parce qu'ils ont une atteinte génétique différente. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça aurait été intéressant aussi d'en parler. Donc et en plus, on doit s'adapter à l'évolution et à vos problèmes le jour de quand vous pouvez avoir des douleurs, des problèmes non moteurs comme des angoisses, du stress, des problèmes orthopédiques avec des douleurs lombaires, etc. Et nous, en tant que kiné spécialisé, on doit prendre en charge la globalité du patient. Donc là, je vais vous parler à l'hôpital. Nous, on a deux rôles différents, on va dire. Quand le patient arrive à l'hôpital, il est en phase aiguë. Donc soit parce qu'il a une altération de l'état général, soit parce qu'il a été pris en charge après une DBS. Donc c'est une stimulation cérébrale profonde. En neurochirurgie, au centre hospitalier, donc il y en a encore une opération qui a lieu aujourd'hui. Et donc nous, les kinés, on va aider le neurochirurgien qui va faire les réglages de la DBS et à adapter, à diminuer les médicaments. Donc nous, on a un rôle à jouer de bilan et de regarder le patient dans sa clinique globale, comment il marche. Bon, vous connaissez tous les différents tests globaux, on vous fait faire ça chez le neurologue, ouvrir la main, taper le pied, etc. Donc il y a plein d'autres assessments. Quand il y a une altération de l'état général, on intervient essentiellement dans la kiné respiratoire et dans la verticalisation précoce. Ça veut dire qu'on ne veut pas que le patient perde sa marche. Et on dit toujours, et j'en parlerai un peu plus tard, qu'un patient atteint de la maladie de Parkinson perd sa marche s'il ne marche plus. Nous, notre objectif à l'hôpital, quand il arrive en aigu, verticalisation précoce, marche le plus rapidement possible. Bien évidemment, on a évalué le patient, on a fait notre bilan, voilà. Dans la phase chronique ou d'entretien, c'est souvent, je reçois les patients et ils vont faire un bilan d'opérabilité. Donc on va regarder avec toute l'équipe, neurologue, le neurochirurgien, le neuropsychologue, etc. On va faire les bilans d'opérabilité et nous, on va devoir voir s'il est éligible ou pas d'un point de vue kiné, s'il n'y a pas des risques au niveau d'orthopédie, etc. C'est pour ça que le bilan est un peu différent entre le kiné à l'hôpital, même si ça se rejoint, et le kiné en libéral. Et ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est l'éducation de la kiné respiratoire. On en parlera un petit peu plus tard. Donc les objectifs de rééducation suivant les stades sont différents. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas parlé des signes de la triade, c'est-à-dire la kinésie, rigidité, tout ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais on va dire que dans l'évolution de cette maladie qui est neurodégénérative, il y a le stade 1, on appelle ça lune de miel, c'est-à-dire que c'est souvent les premières années après le diagnostic. Il y a peu de symptômes parce que le patient y répond très bien à la médication. Il a une bonne réponse aux médicaments. La phase 2, c'est là où on commence un petit peu les phases on et off. Je vous expliquerai un petit peu, vous voyez un petit peu ce que c'est peut-être. Et la phase 3, c'est le stade qui est beaucoup plus avancé. Donc les objectifs en niveau 1, c'est d'abord d'éduquer par rapport à l'hygiène de vie. C'est-à-dire, par exemple, même si ça dépasse le rôle du kiné, mais par exemple, tout ce qui est alimentation, tout ce que, si vous prenez les médicaments, vous savez que l'absorption est différente si vous êtes à jeun ou si vous avez pris les repas.
On va éduquer le patient pour qu'il fasse une activité régulière de sport. En stade 1, il y a très peu de symptômes. Donc, il est capable de faire tous les sports possibles, inimaginables. Il peut peut-être aussi avoir au niveau postural, on va renforcer certains muscles. On va travailler la statique. Plutôt que on a tendance à se pencher vers l'avant, nous, on va travailler les érecteurs du rachis. On va voir pour traiter les douleurs, parce que des fois, la maladie de Parkinson, elle arrive avec des cervicalgies, des douleurs au niveau des épaules, et on n'a pas forcément le diagnostic. Et on va optimiser les capacités fonctionnelles en donnant un petit programme de rééducation ou voilà, essayer. Je vais en parler un petit peu plus loin encore. Donc, la phase on-off, c'est comme si, ça c'est une image que j'avais eue au congrès mondial, c'était au niveau du sol, il y avait pas mal de fresques et celle-ci, je trouvais qu'elle expliquait bien la phase 2 où on a une alternance, où on est bloqué, après on est en phase on. Et donc, dans cette phase 2, le plus important, c'est d'entretenir les activités fonctionnelles de la vie quotidienne. Donc, c'est sûr, les ergothérapeutes ont un rôle énorme à jouer, mais nous aussi. Et puis, on a un peu une atteinte tout doucement dans cette phase des automatismes. Donc, des choses qui nous semblaient faciles avant, c'est-à-dire la marche ou faire 2 choses en même temps, va être un petit peu plus compliqué. Donc nous, on va essayer d'apprendre, par exemple, à un patient qui doit se lever du lit, comment faire ses transferts. Donc on va décomposer tout doucement, on va décomposer en étapes simples des mouvements très complexes. Ça va être des choses, par exemple, avancer un peu les fesses vers l'avant, mettre les pieds vers l'arrière, poser les mains voilà, c'est toutes des étapes simples. On va essayer de traiter les douleurs et on va accentuer la kiné respiratoire. Dans le stade 3, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va verticaliser précocement les patients et on va les inciter à marcher. Donc un patient continue, rappelez-vous toujours de ça, un patient continuera à marcher en marchant. Bien sûr, il faut éviter la chute. Donc il y a aussi des outils, des aides techniques qui peuvent aider à ne pas tomber. Donc, l'ergothérapeute devrait aussi bien jouer sa partie. Et pour éviter l'aggravation des troubles orthopédiques, on va aussi travailler tout ce qui est expansion de la cage thoracique avec la kiné respiratoire. Je pense que ceux qui viennent au groupe ici savent très bien que il y a des collègues comme Sylvie Jacquemout, elle fait ça très bien. Donc ici, l'avantage, c'est qu'il y a quand même énormément de possibilités pour travailler et vous proposer des exercices que vous pouvez refaire à la maison, en fait. Donc les bénéfices de la kiné: préserver l'autonomie, la marche, les activités quotidiennes et surtout un bien-être. Parce que quand on a fait une activité sportive, on sent quand même mieux. Dans sa tête, on a les endorphines, on a la dopamine, etc. Et qu'est-ce qui est important, et je vous en parlerai un peu plus loin dans les guidelines, c'est qu'il faut travailler non seulement la musculation, le stretching, l'endurance, la balance et l'équilibre, et la respiration. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices de la kiné. Si on fait tout bien, voilà. Donc les problèmes au quotidien. Donc effectivement, il y a des troubles de l'équilibre postural. J'ai mis ce schéma, ce petit dessin du monsieur qui est typique avec une triple flexion vers l'avant, flexion des coudes, syphose dorsale, donc voilà. Et les problèmes qu'il peut y avoir aussi, c'est à cause de cette phase 2, c'est surtout à la phase 2 que ça apparaît. C'est qu'on a des mouvements, on appelle ça dyskinétiques, ça veut dire voilà, on part, on est un peu en surdosage, et puis quand on tourne le tronc, c'est là où on peut tomber. Donc il y a là des petites choses à travailler. Par contre, le freezing of gait ou le fog,
Euh, au, au congrès de Barcelone, ils ont pas vraiment, on n'a pas encore trouvé comment faire pour arrêter ça. Et puis, les problèmes du quotidien, c'est la peur de tomber. Donc, à cause de la perte de l'équilibre. Donc, le kiné, lui, il a un rôle. Si vous renforcez les muscles, que vous vous étirez bien, ça peut aider à avoir un meilleur contrôle postural. Et puis aussi, le problème au quotidien, bah, c'est le stress par rapport au regard des autres. Moi, j'ai souvent les patients qui viennent me voir, qui me disent, mais moi, je ne sors plus. On avait eu le cas d'un patient, quand il a su qu'il avait eu la maladie qu'il était atteint, il n'est jamais reparti en vacances. Un patient qui après a eu d'autres technologies, etc., et qui est reparti en vacances parce que sa santé s'était un peu stabilisée. Et il a 10 ans, je crois, 10 ans à peu près. Tu vois de qui je veux parler? Ouais, voilà. Et aussi par rapport à la pression du temps. On arrive, on est devant un ascenseur, comment je fais? Les portes vont se refermer, voilà. Donc vous pouvez en parler à votre kiné, hein. Il peut essayer de trouver des solutions. C'est son travail. Donc il y a à Barcelone, là c'est une dame de Leuven qui a présenté un travail de son collègue. Et la conclusion était que pour voir l'effet de l'exercice sur la progression de la maladie, il y a peu d'essais, il y en a beaucoup qui sont en cours, mais la complexité, c'est le timing par rapport aux médicaments. Donc le patient atteint de la maladie de Parkinson, il peut pas aller faire au rendez-vous des essais parce que soit il est en off, soit il doit prendre ses médicaments, et puis il a peur de chuter du coup et le regard des autres. Donc c'est vraiment compliqué. Et donc la dame, la chercheuse de Leuven, j'ai oublié son nom, elle expliquait que ils avaient besoin vraiment pour faire avancer, ils avaient besoin de personnes intéressées par ça. Alors, qu'est-ce qui est important? Quand, quand doit intervenir la kiné? Quand est-ce qu'on commence vraiment la kiné? Moi, je dirais, il faut toujours faire du sport. Donc la kiné, c'est un complément du sport. Donc si on veut être en bonne santé, moi je dirais il faut faire du sport pour par rapport à la maladie de Parkinson. Je parle pas des autres pathologies, mais je dirais il faudrait dès qu'on a les signes précliniques, il faut commencer la kiné pour pas avoir des déformations vertébrales, etc. Donc avant on disait voilà, j'ai été diagnostiquée, vous voyez, en phase tertiaire là, je sais pas si vous voyez, prévention. Il disait, bon, on va commencer avec les premiers prodromes. Donc, les premiers prodromes, c'est les premiers petits symptômes qu'on peut avoir avant-coureur, avant vraiment le diagnostic qui a été fait de la maladie de Parkinson. Donc voilà, donc c'est toujours Terry Willis de Boston qui avait présenté ça, et je trouvais que on commençait pas assez tôt la kiné. Donc peut-être ça serait bien de voilà de passer le message. Alors aussi, je voulais vous présenter une étude. Alors ça, c'était impressionnant. C'était sur 848 personnes. Donc ça, c'était aussi à Barcelone, un congrès. Et on avait demandé aux patients de mettre leurs priorités. Qu'est-ce qu'ils voulaient travailler en physiothérapie en priorité? Alors tout ce qui est noir, c'est la priorité primaire. Donc c'est vraiment la plus importante. Et quand vous regardez, bon, forcément, les trémors, nous, ils aimeraient bien qu'on intervienne sur les trémors. Malheureusement, le kiné, sur les tremblements, on n'a aucune action. Donc, par contre, sur le mouvement et le walking, c'était ce qu'ils demandaient. Mais moi, je me disais, tiens, pourquoi ils n'ont pas demandé pour le risque de chute? Parce que ça revient après encore le freezing ou quand on est bloqué. Vous savez ce que c'est le freezing? C'est quand on est bloqué, qu'on n'arrive plus du tout, donc on est là et on essaye de... Voilà, et on n'arrive pas, on est comme gelé, comme le froid, le freezing. Et
Donc je sais pas si ça vous parle, mais on en parlera peut-être après avec les questions, mais moi j'étais un peu surprise. Je vais vous présenter donc les guidelines qui ont encore été présentés à Barcelone, et comme ça je vais vous expliquer les 4 choses qui sont importantes. Donc, dans les exercices, il faut travailler donc tout ce qui est activité en aérobie. Ça veut dire que vous puissiez encore parler, d'accord? En aérobie, ça veut dire qu'on est encore capable de parler pendant qu'on fait l'effort. La musculation, c'est la deuxième, important, groupe. La troisième activité, c'est tout ce qui est balance, agilité, multitâche. On en parlera un petit peu plus tard avec le double tâche. Et tout ce qui est stretching. Il faut savoir que, alors, je vais essayer d'expliquer, puis je vais essayer de détailler. Donc, pour les activités de sport, qu'est-ce qui est important? Ils disent, les recommandations, c'est 3 fois par semaine, au minimum 30 minutes d'activité. Alors, ça peut être soit un effort continu, soit un effort, on appelle ça intermittent. Ça veut dire, on va faire un effort, on va baisser l'intensité et on va revenir à la même intensité. On appelle ça de l'intervalle training. D'accord? Donc, par exemple, je peux être à, imaginons, 90% de vos possibilités sur un tapis pendant 1 minute. Donc ça, c'est haute intensité. Et puis, vous redescendez à 50% pendant 3 minutes pour récupérer. Donc, c'est pas forcément tout le temps à 70, par exemple, % de vos possibilités sur le vélo, mais je vais faire un pic à 90, 2 pics, 3 minutes à... Vous voyez? Donc, il n'y a pas que le vélo en continu, il faut varier. Donc, ça peut être soit dans la marche, c'est pas forcément que le vélo, hein, dans la phase 1, vous pouvez encore nager, vous pouvez faire un cours d'aérobic, vous pouvez encore courir. D'ailleurs, il y a un groupe de course à pied qui est en train de se mettre en place à l'association. Petite parenthèse pour Dr Colbert. Et puis, voilà. Donc, dans la musculation, ce qui est important, c'est de faire 2 à 3 jours par semaine, mais pas 2 jours consécutifs. Minimum 30 minutes. Avec des répétitions, si les gens viennent à mon cours, en général, on fait minimum 10, maximum 15 répétitions pour ceux qui viennent dans mon groupe. Donc, on va travailler les groupes majeurs qui sont aussi bien, donc on va travailler la résistance, la vitesse, la puissance. Okay. On peut travailler avec des élastobandes, avec des machines, avec son propre corps, et on va aller travailler surtout aussi tout ce qui est des groupes des extrémités des membres, supérieurs, inférieurs. Donc, je vous fais grâce des considérations, donc des précautions. Ça, c'est plus pour les kinés. Ensuite, tout ce qui est balance, agilité, multitâche. Donc, c'est 2 à 3 jours par semaine, minimum, on va dire, hein, quotidiennement. De l'intégrer dans sa vie quotidienne, c'est l'idéal. Ça veut dire tout ce que vous faites avec le tai chi, tout ce qui est ping-pong, ça travaille beaucoup la balance, l'agilité. Et donc ça, il faudrait essayer de voir dans la vie quotidienne, pour aller ramasser des choses, peut-être travailler un peu plus le tronc, voilà, aller chercher et travailler l'expansion. Donc il y a pas mal de petites choses à travailler. Donc il y a le yoga aussi, il y a la danse, la boxe, la balance, hein. La boxe, on va aller travailler effectivement tout ça. Et le stretching, faudrait que ce soit au minimum 2 à 3 jours par semaine. Et puis, le mettre en pratique dans la journée. Voilà. Et surtout avant l'exercice, avant et après l'exercice. Ok, on peut, voilà. Donc voilà, je vous ai mis un petit schéma. Donc tout ce qui est aérobique, c'est le vélo, le tapis, la marche, la musculation. Donc vous voyez le monsieur avec ses haltères, ensuite le monsieur avec les chaises. Ceux qui viennent au groupe,
On a déjà fait cet exercice-là, les squats. Tout ce qui est étirement est très important, surtout au niveau du rachis, puisqu'on a tendance à avoir, on appelle ça une syphose dorsale, donc on est un peu courbé vers l'avant. Et quelle est la meilleure dose? Ben, je pense qu'il faut suivre les guidelines. Elles ont été validées, elles ont été présentées au congrès plusieurs fois. Voilà. Donc, je vais encore expliquer qu'est-ce qui est important. Donc, on avait vu aussi que dans la semaine, il fallait faire au moins 150 minutes d'exercice en aérobie. 150 minutes par semaine, d'intensité modérée à élevée. On a tendance souvent à sous-estimer les patients parkinsoniens. On a tendance à dire « Oh non, il n'arrivera pas » et tout. Moi, avec l'expérience, ils ont une force, ils sont capables de faire beaucoup de choses, plus qu'on pense. Mais on veut les protéger. Quand on est aidant, on a tendance à vouloir les surprotéger et ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc, minimum 2 séances par semaine. Donc, je répète, parce que c'est très important, pas faire 2 séances de musculation 2 jours de suite. Commencer précocement, presque avant les symptômes. Ça veut dire que même si on ne le sait pas, bouger. Si c'est le mot que je dois vraiment vous dire, c'est faites du sport, faites une activité, marchez, voilà. En groupe, via Zoom, socialement, c'est quand même un support, donc c'est vraiment bien. Au niveau de la danse, maintenant, c'est les dernières recommandations. En plus, je crois que maintenant, depuis quelques mois, à l'atelier, ici, il y a un atelier de danse, je crois. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'articles qui ont été écrits concernant le tango. Ça, c'est pas nouveau. Mais je pense que, par exemple, pour la musculation, il faut trouver le rythme. Il faut trouver un rythme qui court-circuite, on appelle ça la boucle nigrostriée qui est défaillante. En gros, le problème que vous avez, il faut le court-circuiter, soit par l'auditif, soit par le visuel. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis, ce qui est important, c'est de trouver sa passion. Donc, il faut trouver une activité qui vous fait envie, qui sera pas la même que votre voisin ou votre collègue. Voilà, donc ça peut être de la marche. Essayez de réfléchir à ça. Il n'y a pas de mauvaise activité. L'essentiel, le mouvement. Et puis, en plus, on peut être assisté maintenant avec les nouvelles technologies, avec les montres connectées, etc. Alors, je vais vous faire peur, c'est volontaire. Je vais vous faire un petit peu peur, c'est peut-être volontairement et involontairement, mais j'en ai pris conscience au congrès 2023. Ça veut dire bouger, mais pas dans n'importe quelle condition climatique. Alors, l'impact, c'est une étude qui avait été faite. Donc, vous voyez à gauche en bleu. Ici, donc, tout ce qui est en rouge foncé, sur la droite de la première dia à gauche, là, c'est en fait l'air qui a une densité de particules fines énorme, qui était en 2006. D'accord? Donc, on a pris l'exemple des États-Unis, parce que c'est Mark Hirsch, lui, il venait du nord de Caroline du Sud, Caroline, dans un laboratoire, et il a dit, oui, faire du sport, mais pas dans n'importe quelle condition. Parce que quand il y a une pollution comme ça, 6 ans après, si vous regardez la photo qui est tout en dessous, tout ce qui est en noir foncé, c'est les nouveaux cas Parkinson. Donc, il faut faire du sport, mais quand vous voyez qu'il fait 40 ou enfin qu'il y a des particules fines, hautes, ne faites pas un effort violent. D'accord? Ça, c'est important. Si vous pensez marcher toute à Rémiche, là, avec il fait beau, voilà, on va aller marcher, on va faire les 5 kilomètres, et puis non,
prudence. Parce que là, justement, il nous a alerté par rapport à ça. Effectivement, c'est troublant, hein. Vous regardez, ça correspond exactement. Ce qui est en noir correspond à ce qui est en rouge, hein, 6 ans après. Les pics de pollution, les particules étaient les plus importantes. C'est là où il y a les nouveaux cas Parkinson en 2012. Donc il a dit, en 2023, à New York, il y avait eu énormément à cause des feux canadiens, énormément, on appelle ça le smoky sky, et il a dit, bah, on verra en 2029. Voilà, bon, c'est, voilà. Alors, quelques exercices. Ici, je pense que, comme je vous ai dit, il y a énormément d'exercices possibles, inimaginables, à voir avec votre kiné, ou ici, vous avez aussi des personnes compétentes qui connaissent la pathologie et qui, en plus, voilà, vous pouvez, pour vous entraîner, vous pouvez regarder aussi des petites vidéos sur Parkinson Foundation. C'est un exemple, hein. Voilà. Mais avant, c'est mieux quand même d'en parler à son kiné pour qu'il vous, on va dire, qui vous prescrive, qui vous conseille des exercices. Et pour se motiver, des fois, vous pouvez retrouver des exercices sur Internet, ce qui est quand même bien, hein. Voilà, donc pareil, donc exercice en aérobie. Est-ce que c'est un adjuvant? On n'a pas la preuve, mais voilà. Et il faut essayer le kiné doit vous aider à changer de comportement. Il doit utiliser des stratégies. Voilà, il doit travailler l'équilibre, il doit travailler l'aérobie, la musculation. Voilà, il y a vraiment, c'est les 4 piliers importants. Alors voilà. Dans les stratégies thérapeutiques, hein, quand on est dans la phase 3, comme je vous ai présenté tout à l'heure, le risque de chute est beaucoup plus important. Alors vous entendrez peut-être parler de double tâche. Je me suis dit, mais est-ce que vous savez ce que c'est une double tâche? Parce que c'est compliqué, multitâche, double tâche, ça sert à quoi? Et je comprends pas trop, etc. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais un exemple concret, si vous êtes un aidant et que vous devez aider la personne à s'habiller ou que la personne s'habille toute seule, vous lui conseillez de s'asseoir pour pouvoir s'habiller. Parce que elle va utiliser donc le fait d'être debout, elle va rester debout, donc elle va utiliser en fait sa concentration par rapport à ça, et puis elle va être déviée en voulant s'habiller. Donc en fait, sa concentration va être décalée au fait de devoir s'habiller et elle va oublier, voilà, ce qui est automatique, ce qui était automatique. Dans la maladie de Parkinson, c'est ça, c'est tout ce qui était automatique avant, les moins après, quand on est atteint de cette maladie. Mais on peut trouver des stratégies, on peut y arriver. Donc, il faut fixer un but à atteindre par le patient. Ça veut dire, si vous devez vous déplacer en étant aidant, vous devez vous déplacer avec le patient, vous lui dites, vous lui dites rien, on va là, mais il sait pas où il doit aller. Donc en fait, c'est peut-être mieux de dire, voilà, on va aller s'asseoir sur la chaise qui est là en face, mais pour ça, il faut d'abord se lever. Donc non seulement vous allez décomposer les mouvements complexes en étapes simples, vous allez fixer le but à atteindre pour le patient, qui sache où il va aller, d'accord? Mais je ne parle pas pour le stade 2, c'est peut-être aussi pour le stade 3. Mais c'est toujours bien de s'entraîner au stade 2 quand même. Stade 2, c'est-à-dire quand on a encore qu'on a des fluctuations on-off, c'est bien de l'apprendre et de commencer à travailler ça. Plus c'est travaillé en amont et plus c'est facile, après on trouve des stratégies. Et les propres patients vont trouver sa stratégie. L'aidant va trouver une stratégie aussi. Et puis le kiné doit aider à choisir et à faire l'apprentissage de l'aide technique à la marche. Parce que ça aussi, ça fait une double tâche. Si vous mettez une canne à quelqu'un, mais qui ne sait pas s'en servir, il va devoir marcher en portant une canne. Et là, la chute, ça peut, voilà. Donc aussi, il y a des patients qui ont tendance à aller plus vers l'avant. Donc forcément, on a toujours un peu tendance vers l'avant. Mais il y a des patients qui vont chuter vers l'arrière. Donc on va pas mettre un rollator à quelqu'un qui est déjà penché vers l'avant et qui va foncer dans le mur. On va peut-être lui mettre soit un gubbock ou peut-être une orthèse ou une canne. Voilà.
Et quelqu'un qui aura tendance, surtout dans les syndromes parkinsoniens qui sont totalement différents, qui vont avoir tendance à chuter vers l'arrière précocement, je vais pas lui mettre un déambulateur parce qu'à chaque fois qu'il va se lever son déambulateur, il va chuter vers l'arrière. Donc c'est pour ça que le kiné, il a son rôle à jouer pour choisir aussi les bonnes aides techniques. Mais l'ergothérapeute aussi, bien évidemment, hein. J'oublie pas, on travaille très très bien ensemble. Donc pour travailler les transferts, etc. Suivant. Donc voilà. Donc les exercices que l'on peut travailler, du coup dans la double tâche, je vous montre un petit peu ce que ça peut être. Par exemple, vous voyez dans le schéma du haut, c'est un patient qui doit s'asseoir, qui va se mettre debout, et il doit maintenir horizontalement son plateau avec un verre. Donc il va devoir recruter une attention supplémentaire, renforcée si vous voulez, pour pouvoir et tenir son plateau et marcher. Là, pareil, dans le schéma 2, le patient, il va marcher avec un plateau et il va devoir passer des obstacles. Donc, il va devoir, lui, encore faire des efforts attentionnels supérieurs. Et puis, souvent, quand vous allez voir votre neurologue, ou quand on veut tester l'hypertonie, par exemple, la rigidité, si vous préférez, on va faire compter le patient. Donc, on va le mobiliser et on va le faire compter à l'envers. Donc, on va dire, vous partez de 100, et puis, vous marchez, et puis vous comptez 100 moins 3, ça fait combien? Donc, vous devez à chaque fois enlever 3. Et ça s'appelle comme une double tâche. C'est difficile. Et en plus, on peut en plus travailler on peut travailler le changement de direction. Donc la place du double tâche, ça peut être aussi des exercices que vous pouvez faire avec le kiné. Ça, c'est vraiment super important. Par exemple, il peut très bien travailler l'équilibre statique. Bon, ça, on le fait. D'accord? Mais vous pouvez très bien travailler l'équilibre statique, soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, c'est totalement différent. Parce que l'équilibre sera différent. Et si vous devez manipuler un objet, que vous êtes debout et que vous avez les yeux fermés, ça rajoute encore des autres informations qui sont compliquées. C'est ça, en fait, le kiné doit travailler le double tâche aussi, pour moi. Tout en progression. Ça peut être d'abord en statique et ensuite en dynamique au cours de la marche. D'accord? Donc, le fait de, quand vous marchez avec le plateau, là, donc vous voyez le monsieur, il va marcher avec le plateau. Donc, il va tenir son plateau droit. Du coup, il va plutôt solliciter son attention sur le plateau et il va pas du tout regarder ses pieds. D'accord? Donc, du coup, c'est un petit peu, ou marcher en parlant. Souvent, moi, je fais le test. C'est un test qui est très connu chez les kinés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si le patient il est capable de marcher et vous parler en même temps, le risque de chute est minimum, enfin, est moindre. Voilà, donc on va parler de la kiné respiratoire, et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez. Dans la kiné, dans la maladie de Parkinson, on ne le fait quasiment jamais. Moi-même maintenant, bon, j'ai double carte, je suis spécialisée en kiné respiratoire aussi, et dans toute la filière neurologique, mais aussi toute la filière kiné respiratoire. Et au congrès, ils ont dit, mais oui, et j'ai dit, mais c'est évident, il faut absolument. Donc c'est un message que je veux faire passer aussi avec l'atelier aujourd'hui, l'exposé. Moi-même, il y a 5 ans, j'aurais pas forcément pensé. J'aurais fait la kiné respiratoire à un patient qui arrive en phase aiguë, comme je vous ai montré tout à l'heure. On fait la kiné respiratoire, il a une altération de l'état général. Et j'aurais jamais pensé aller travailler la kiné respiratoire, les volumes, donc le diaphragme, on souffle, on rentre le ventre, on inspire, on gonfle le ventre. Travailler la toux, travailler avec des accessoires comme la spirométrie. Donc là, j'ai pris 2 exemples
qu'on a à l'hôpital, au CHL, hein, voilà. Et moi, je dis, ben oui, c'est évident, il faut travailler les muscles accessoires respiratoires, les scalènes, les scomes, les intercostaux, externes, internes, super important. Donc, vous allez tous demander à votre kiné de faire de la kiné respiratoire. Voilà. Alors, les comportements changent aussi. Alors, c'est sûr que vraiment, par rapport à il y a 20 ans, on n'avait pas toute cette nouvelle technologie, on n'avait pas des exercices qui étaient guidés aussi bien par, bah, il y avait les neurologues, comment dirais-je, les ergothérapeutes, bon, les kinés, ça on savait, mais voilà, maintenant il y a aussi les professionnels qui sont pas forcément, ou les personal trainers, les groupes d'exercices, les exercices de physio, les physiologistes qui viennent. Ici, je crois qu'il y a par exemple des gens qui sont pas forcément kinés, mais qui sont un bon complément à la kiné. Il faut trouver sa passion. Donc, utiliser les techniques spécifiques, comme avoir des objectifs qui soient mesurables, qu'on puisse réaliste dans un temps spécifique. Il y a tout ce qui est montre, il y a toutes les applications. J'en parle un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, il y a quelques applications. J'en parlerai après. Et là, je voulais vous parler de quelques technologies que j'ai. Alors, il y a des technologies qui sont plus nouvelles, plus anciennes. Après, il y a le principe qui a été repris dans des nouvelles technologies. Donc, je suis pas là pour faire de la publicité. Moi, j'ai pris quelques flyers que j'avais eu à l'association, au congrès. Mais vous avez aussi tout ce qui est canne avec des manches spécifiques qu'on peut trouver sur Internet, qu'on puisse pour me faire. Je crois qu'il y a la marche nordique le mercredi ici. Mais si vous marchez avec des bâtons de marche, il y a des encoches spécifiques parce que c'est vrai que quand on est atteint de la maladie de Parkinson, on a tendance à avoir un peu une déformation ici au niveau des mains aussi, plus ou moins en avançant avec l'âge, avec la pathologie. Et donc ils ont des supports spécifiques de canne. Alors ça il y a des rollators qui existent déjà avec le petit film que je vais vous montrer. Donc voilà, je fais pas de publicité, mais vous voyez, en fait, il y a des petits capteurs au niveau du talon et ça fait des petits faisceaux. Bon, il y a des rollators qui existent déjà. Après, vous pouvez le faire vous-même. Il y avait des cannes anti-freezing. On a vu énormément de choses. Moi, je suis pas pour plus une technologie qu'une autre. Je suis pas là pour faire de la publicité. Vous choisissez ce qui peut vous aider. Vous regardez sur Internet. Vous pouvez en parler à votre kiné et il peut voir si ça peut convenir ou pas. Alors aussi, c'était des Espagnols qui avaient mis ça en place et je trouvais ça bien. C'est ce qui est à droite, Stetton là. C'est comme un halter c'est un halter qui va voir toutes vos phases de freezing. Donc si vous bougez, si vous êtes bloqué et si vous êtes normal. Et ça va enregistrer ça sur une application via un capteur que vous portez sur vous et ça l'envoie à votre médecin. Bon, après, il y a plein d'autres technologies. Moi, je suis pas spécialisée. Je pense qu'il y a des gens aussi au Luxembourg. Je crois qu'il y a le professeur Kluken qui s'y connaît bien. Donc, si vous avez si vous avez des questions, vous pouvez vous renseigner. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant. Et ici, vous voyez, alors, voilà, on peut passer à l'autre dia. Alors, il était connu aussi d'autres technologies, voilà. Il y a des plus anciennes, des vieilles, et c'est vraiment que j'ai mis que 3, mais il y en a des centaines. Le métronome que vous voyez au milieu, que j'ai représenté par les deux petits dessins, ça c'est typiquement connu. Pour adapter sa marche, le métronome peut aider, mais il faut savoir bien le régler.
Ça aussi, le kiné pourrait vous aider à vous rythmer parce que chaque patient a un rythme de marche et une vitesse de marche différente. Donc, soi-même, ça peut être soit 1, 2, ça peut être un, vous voyez, il peut y avoir un temps plus long, plus grand entre chaque pulsation. Donc voilà. Moi, j'avais testé le walk là, j'ai pas trouvé ça super bien, mais je devrais pas le dire, mais voilà. Ensuite, il y a l'application, c'est une application Bitmove. Bon, pareil, je sais pas, je trouve que ça doit être onéreux, peut-être si vous avez des playlists, que vous mettez des bonnes musiques avec un rythme qui vous convient, vous pouvez faire, on fera les questions Si après. le rythme il change, alors on a discuté budget. Exactement, exactement. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc le beat move là, normalement, il s'adapte exactement. Voilà, avec voilà. L'ergothérapeute, elle aurait pu vous présenter le gyrogire. Voilà. Bon, je suis pas là pour faire. On va passer à autre chose. C'est pas le plus important. Aussi au congrès et puis avec un peu l'expérience que j'ai. Et puis voilà, il y a quelques technologies dans les traitements comme la DBS, donc ça je peux vous en parler. On a des patients qui sont opérés dans mes services. On a aussi la TMS, mais on l'a au CHL, mais on l'a pas encore bien utilisée au niveau de la maladie de Parkinson, mais j'en ai entendu parler. Donc c'est cette photo là où c'est des ultrasons, des pas des ultrasons justement. C'est une stimulation magnétique transcrânienne. Donc ça va envoyer des ondes et c'est pas invasif comme la DBS. Les ultrasons, j'en ai entendu parler, j'ai vu beaucoup de reportages, dont un neurochirurgien au Canada. Bon, il y a des risques, etc., comme dans toute opération. Et puis tout le monde a entendu parler récemment, en novembre-décembre, là, d'un patient en Suisse qui a eu un implant au niveau de la moelle épinière. Il n'y a pas assez de recul non plus. Donc voilà, je devais vous en parler, mais je vais pas m'appesantir sur le sujet. Par contre, effectivement, donc je voulais reparler encore des différentes APP, donc des différentes applications que vous pouvez trouver sur Internet. Donc là, il me parlait de Parkinson Go, j'ai vu. Il y a le Strive to Live. Et donc, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Il y a les références dedans, mais voilà. Donc, les nouvelles technologies, les applications de coaching aussi. Là, je vous présente le PD Warrior. Là, j'ai vu ça. C'est beaucoup de technologies, d'applications, mais je trouve quand même, en étant allé au congrès Parkinson, j'ai discuté avec beaucoup de nations différentes et je me suis rendu compte que quand même au Luxembourg, hein, on avait pléthore de choix dans les associations, même par rapport à, moi je suis française par rapport à la France. Je veux dire, vous avez un programme ici qui est énorme avec tout est abordé. Multitâche, musculation, travail en groupe, le rythme, etc. Alors ça aussi, je vais passer. Je l'ai pas utilisé, j'ai pas trop bien compris, mais vous pouvez trouver ça aussi. Voilà, ça enverrait des vibrations à haute fréquence. Vous allez trouver tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire, soyez prudent. Si je vous présente ça, soyez prudent, ayez l'œil critique, ne croyez pas aux trucs révolutionnaires. Ça se saurait, tout le monde le saurait si c'était révolutionnaire. Ce qui est important, c'est de trouver sa motivation. D'accord? Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc, je trouvais que le petit schéma, j'en parle après du petit schéma. Je trouvais par exemple, vous voyez le petit schéma à gauche, donc vous voyez, c'est un peu ce qui se fait un peu ici. Donc le groupe d'exercice, hein, l'aide à l'engagement dans l'exercice, d'accord, c'est dirigé par un professionnel de l'exercice.
c'est joyeux, c'est social, voilà, donc c'est un peu ce qui se fait ici. Et ça, c'était présenté aussi au congrès à Barcelone. Et donc, comme je disais, trouver sa motivation, je trouvais que c'était vraiment très très bien illustré. On a peur du déclin, et alors l'exercice avec ou pas de monitoring, avec les technologies ou pas, doit vous aider à prendre le train pour la montée de la dopamine du train en marchant. Bam. J'ai trouvé que c'était vraiment bien illustré. Donc en pratique, le rôle de la musique. Donc essayez de trouver, alors des fois, moi je sais, ceux qui viennent à mon groupe, j'ai toujours un rythme, c'est pas que j'aime bien forcément la musique que je mets, mais je choisis le rythme qui est adapté à l'exercice. Donc en général, je change toujours un petit peu, vous avez remarqué ceux qui viennent? Voilà. Donc le rôle de la musique est très important, il n'y a pas que le tango, il y a, voilà, chaque rythme est important. Donc on verra tout à l'heure un film comment se relever d'une chute, parce qu'en tant que kiné, je dois quand même vous montrer ça. Ça fait partie de la sécurité. Rappelez-vous, muscler les grands groupes. Dissociation de ceinture, c'est ce que vous pouvez faire en gymnastique douce. Je sais que Sylvie, elle fait pas mal d'exercices. Aller dissocier les ceintures. Voilà, les ceintures, c'est les épaules, ceinture scapulaire et le bas, les hanches, ceinture pelvienne. Donc bien travailler donc les différentes étirements. Et puis en pratique, nous, notre rôle aussi, c'est de mobiliser passivement, essayer de libérer les articulations, etc. Donc je vais vous présenter le film Comment se relever d'une chute. J'avais déjà animé un atelier, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les chutes, le risque de chute, avec tous les outils, etc. Bon, bah, faudra peut-être qu'on le refasse. 5 ans, hein. Bah oui, avant le Covid. Donc vous voyez, première chose à faire, on se met sur le ventre. Donc on plie d'abord la première jambe et on va faire balancier. Je sais pas, tu peux remettre le film comme ça, je vais essayer de... Voilà, on va basculer comme en position latérale de sécurité. Voilà, ici on est là, on mange la moquette et il faut pousser dans les bras. Donc ça, c'est un exercice que vous devez travailler avec votre kiné. Se relever d'une chute. Ok, c'est bon? Tu peux redétailler et focaliser sur... Ouais. Voilà, donc là, elle plie, elle va tourner. Ensuite, elle va basculer sur le ventre. Tu peux? Ah, ça se met, voilà. Ah, voilà. Très bien. Voilà. Ensuite, la patiente va pousser dans les bras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'essayer de se relever, pour pas avoir à ramper jusqu'à un endroit fixe, parce que là, elle est tout près, et logiquement, elle devrait ramper jusqu'à la chaise. Voilà. Vous voyez, là, c'est compliqué. Donc là, elle va marcher à quatre pattes ou ramper. Des fois, le quatre pattes est compliqué. Des fois, on n'arrive même pas parce qu'on a eu le choc de la chute. Donc, on n'arrive plus à se lever. Donc, qu'est-ce qui est important? Calmer le patient, si vous êtes aidant à côté. On respire. Vous vérifiez s'il y a des saignements, des douleurs à droite à gauche. En fonction de ça, vous appelez s'il y a une perte de connaissance, si voilà. Des chutes, il y en aura, malheureusement. Voilà. Donc prendre appui sur quelque chose de fixe. Les dents, il peut rapprocher la chaise pour éviter de faire le quatre pattes. Si vous êtes tout seul, soit vous rampez jusqu'à quelque chose de fixe et vous vous aidez de la chaise pour vous relever. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important. Les stratégies par rapport aux chutes, pour éviter les chutes. Pas de double tâche, comme j'ai dit tout à l'heure, s'asseoir pour s'habiller. Fixer le but du déplacement, décomposer les mouvements complexes en étapes simples. Travailler avec le kiné les appuis unipodales en fente, hein,
Donc je suis debout, j'ai travaillé en statique et puis en dynamique. Donc je peux pas refaire tout le cours parce que chaque patient est différent et chaque patient a des besoins différents, mais voilà. Choix et apprentissage de l'aide technique à la marche, donc ça on a vu. On va passer à autre chose. Quand vous devez lever un patient, par exemple, qui a des difficultés pour se lever du lit ou pour aller de son lit aux toilettes, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà désencombrer, enlever au maximum tout ce qui est tapis, tout ce qui peut être risque de chute. Mettre des chaussettes antidérapantes, parce que des fois, quand on est aux toilettes, on a envie d'aller aux toilettes, c'est urgent, surtout le matin, quand on veut se lever et tout. Donc vous pouvez acheter des chaussettes antidérapantes que vous pouvez dormir avec, hein. Et juste pour la nuit, comme ça évite où vous marchez pieds nus, mais pas avec des chaussettes ou des bas de contention, voilà. Si vous avez le temps, que c'est pas urgent, vous mettez assis le patient, vous aidez votre compagnon, votre famille à passer de coucher à assis, on va dire, à faire attention parce qu'il peut y avoir des chutes de tension, hein, souvent dues aux problèmes de médicaments dopaminergiques, hein, ça fait chuter la tension orthostatique. Donc on reste 1 minute, on fixe un point devant pour éviter les vertiges. À la limite, on bouge un petit peu les pieds, on fait un peu des petits exercices circulatoires et seulement après on se lève. Voilà, ça sert à rien de se lever précipitamment, n'importe comment, et puis après on est par terre. Voilà. Donc suivant la statique, j'en ai déjà parlé. Voilà. Si jamais vous avez votre famille qui se bloque comme ça, on ne sait pas comment faire. Alors surtout, vous arrêtez le patient, vous dites ok, respire, ne tirez pas sur le bras. Vous allez le déséquilibrer, c'est là qu'il va tomber. Donc vous attendez, vous êtes à son rythme, et quand vous devez marcher avec lui ou avec elle, vous marchez pas plus vite que lui. Parce que si quelqu'un, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de marcher et puis il y a quelqu'un qui passe dans le couloir à fond les manettes et qui vous dépasse, ça peut vous déséquilibrer. Donc ça, c'est important de ne pas marcher plus vite et si vous tenez le bras, de ne pas marcher plus vite que les dents. D'accord? Il y a j'avais expliqué tout ça, tous les mouvements starter, comme mettre un obstacle. Donc si vous êtes les dents, soit vous mettez le pied au-dessus pour que le patient essaye de passer le pied au-dessus. Ou si vous êtes seul, on a des mouvements starter que vous pouvez apprendre aussi avec le kiné. Donc c'est simple. Il faut au moins apprendre 2 mouvements starter. Parce que ça peut être, vous êtes en train de marcher et puis vous êtes bloqué. Eh bien, il suffit des fois de lever un bras ou de lever un genou ou de lever les 2 bras pour que ce blocage, il se débloque. Ou un pas en arrière. Des fois, on arrive... Alors, une fois, ça va marcher, une fois, ça va pas marcher. Ça dépend. Qu'est-ce qui est important? Calmez le patient si vous êtes aidant. Et vous respirez si vous êtes patient. Vous détendez, ça va passer, vous allez trouver une solution. À chaque problème, il y a solution. Donc, soit vous faites par la gestuelle, soit vous rythmez à haute voix. Donc, soit vous comptez 1, 2, ou voilà, vous pouvez dire gauche-droite aussi, etc. On va presque avoir fini, hein. Il reste que quelques dias. Mais je trouvais que c'était important. Si vous voyez le petit schéma avec le monsieur, tout en bas, le petit bonhomme, eh ben, ça résume un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, soit on vous dit gauche, droite, 1, 2, ou avec la musique. Et ça va court-circuiter le problème que vous avez dû à la maladie de Parkinson. On va utiliser l'auditif, le visuel, donc on va utiliser la boucle cérébelleuse en fait. Et donc, soit vous imaginez des lignes au sol aussi, imaginez, beaucoup d'imagination, et soit le laser. Voilà.
On va passer à la dernière. Donc là, je voulais quand même vous en parler un petit peu. L'indissage visuel, vous allez sûrement en entendre parler, c'est ce que je vous ai dit. Si vous entendez parler de ça, c'est simple, c'est soit les repères que vous mettez au sol, soit c'est le laser. D'accord? On va se servir du visuel pour aider les défaillances qu'on peut avoir à la marche. Soit l'auditif, ça peut être par la musique, ça peut être par un métronome, ça peut être parce que votre aidant va dire 1-2, 1-2, 1-2, gauche-droite. L'imagerie mentale est beaucoup plus compliquée. Je vous en parle parce que ça fait partie des stratégies. Moi-même, en tant que kiné, j'ai toujours eu du mal à le faire à mes patients. Donc, ils doivent s'imaginer le mouvement pour aller atteindre le but. Je vous dis franchement, c'est super dur. Ce qui se rapproche le plus pour moi, c'est le tai chi. Le tai chi, le qigong est plus utilisé, je dirais, dans les stratégies attentionnelles. Donc, tout ce qui est grand mouvement, etc. Ensuite, utiliser toutes les techniques, les parcours de marche aussi avec le kiné, parce que vous marchez sur un terrain comme ça, mais quand vous tombez, quand vous allez chez le kiné, le terrain, le sol est plat, vous n'avez pas de souci avec ça. Par contre, quand vous allez marcher dehors et qu'il y a une petite rugosité, etc. Donc des fois, c'est bien aussi que le kiné travaille un petit peu dehors ou fait un parcours de marche avec des supports différents, voilà. Et puis donc les bilans neuromoteurs, je vais pas en parler. Le tapis de marche peut être susceptible de risque de chute. On va passer donc voilà. Donc du coup, en revenant du congrès de Barcelone, de Parkinson Congrès mondial, je me suis rendu compte qu'on avait énormément ici à la Tulipe, énormément d'activités. Je crois qu'ailleurs, ils en ont 2-3. Et là, et puis plus ça avance, et plus il y a des activités. La dernière venue, je crois que c'est la danse, et puis il y a aussi la musique rythmée, je ne sais plus le nom, EMO, bon bref. Et puis le zoom aussi. Le zoom permet de ne pas vous fatiguer des fois. Que vous êtes fatigué, plutôt que de ne pas venir, faites-le par zoom. On est toujours sur zoom. Et je voulais aussi vous parler des informations utiles. Donc Parkinson Luxembourg, vous connaissez. Parkinson Net Luxembourg aussi. Et le National Centre Excellence de Recherche Parkinson. Professeur Kruger voilà, dirige. Et puis Parkinson Foundation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et la conclusion à vos baskets. Et je vous ai laissé mon adresse professionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.